On dit souvent de nos jours que le cinéma ne se porte pas terrible. Pourtant, rien ne nous empêche de nous réinfliger pour la 30e fois certains films que l'on affectionne, et plus particulièrement lorsqu'ils résonnent en nous telle la cloche de la nostalgie. Des films doudous qui ont marqué nos âmes de leur empreinte, quelle que soit l'appréciation générale, et ont notamment contribué au façonnage de notre amour pour le cinéma. Mais on a beau aimer ces films, les connaissons-nous vraiment? Connaissons-nous les rouages qui ont permis de leur donner naissance? Eh bien, pas nécessairement. Et à cela, on pourrait largement dire que c'est pas parce qu'on a aimé une délicieuse entrecôte qu'on souhaite connaître le passif de la vache. Mais pour un film, c'est toujours plus sympa de reconnaître les anecdotes parfois croustillantes, et c'est toujours moins glauque que la tragique histoire de Marguerite avant qu'elle ne finisse dans votre assiette. Quoique. Et c'est dans ce sens que je vous propose ce petit voyage dans les dessous des films qui en tout cas ont été chers à mon petit cœur. Donc plongeons dans les bas-fonds du cinéma, arpentons les couloirs des studios, écoutons aux portes des bureaux des producteurs et j'en passe pour en savoir plus. Et le premier film dont j'ai envie de parler, et pas des moindres, c'est un film qui avait déjà marqué ma jeunesse, et je ne pense pas être le seul touché d'ailleurs, mais un film qui, plus je vieillis, plus il prend notoriété dans ma tête pour la prouesse qu'il représentait et représente toujours. Un film qui a su mêler prises de vue réelles et animation dans les mêmes plans, à savoir Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et vous me direz sûrement que ce film arrive après d'autres piliers du genre, qui avaient vu le jour bien avant lui, comme Mary Poppins ou encore Peter et Elliot le Dragon. Pourtant, la différence est conséquente, et en cela, nous verrons comment. Mais surtout, la tâche ne semblait pas aisée du tout, même aux yeux des producteurs. Alors, je ne vais évidemment pas vous déballer le synopsis, vous le connaissez tous, et si ce n'est pas le cas, peut-être parce que vous avez manqué un jour de voir le film, je vous invite bien évidemment à corriger cela au plus vite, pauvre fou. Il faut savoir qu'avant d'être un film majeur d'une époque, Roger Rabbit, c'est ça, un livre de Gary K. Wolf datant de 1981 intitulé Who Censored Roger Rabbit. Initialement un roman de type polar mettant en avant l'histoire d'Eddie Valiant, un détective privé engagé par Roger Rabbit, un lapin de bande dessinée pour enquêter sur des magouilles autour de son contrat, sachant qu'un meurtre va placer le lapin sur le siège de suspect numéro 1. Donc en cela, quelques petites différences d'histoire par rapport à ce que l'on connaît sous format film. En effet, si le métrage a choisi de s'écarter de cette histoire, c'est parce que le roman se voulait peut-être un peu trop noir, même si teinté d'humour. Mais le roman d'origine aborde une approche différente sous bien d'autres aspects, comme le fait qu'il ne s'agit pas de personnages de cartoon, mais ici issus de comic strips, donc de petites bandes dessinées, protagonistes qui, dans l'histoire originale, communiquaient avec les humains réels au moyen de bulles de BD. Mais ce roman, c'est aussi une approche sociétale très forte, qui pointe du doigt maintes choses, comme le racisme à travers les personnages fictifs surexploités, ou encore la corruption, et notamment ici celle d'un univers du showbiz déjà gangréné et aux mœurs douteuses, notamment à travers l'entourage de Roger Rabbit, alors qu'il soit professionnel ou même personnel, jusqu'au personnage de Jessica Rabbit, femme vénale et sans cœur, qui sort tout droit de l'industrie du X. Donc on comprend mieux pourquoi le film a choisi un tout autre virage sur certains points, quand il ambitionne effectivement de satisfaire à la base un public de tout âge. Mais le livre ne manque clairement pas de potentiel, et Disney le sait. Il est donc tout naturel que Mickey s'en accapare les droits très rapidement, avant qu'un autre le fasse. Et c'est un certain Steven Spielberg qui s'approche aussi du projet, un Steven qui a à cette époque une petite lubie, essayer de placer son ami Robert Zemeckis sur tous les projets possibles. Et celui de Roger Rabbit ne dérogera évidemment pas à cette intention. Mais chez Disney, on appuie légèrement sur le frein de tout cet emballement, car rapidement, le chiffrage d'un tel chantier commence à faire perler la sueur sur les tempes des grands pontes. Et l'idée de Robert Zemeckis à la réalisation n'emballe pas non plus, même sous recommandation de Tonton Steven. Surtout que Zemeckis n'a pas beaucoup de faits d'armes à son actif à ce moment-là, et souvent le succès n'a pas été très retentissant. Et alors que le projet n'avance pas, un autre événement va encore plus calmer les producteurs. Et oui, on est à l'approche de l'année 1984,
période de guerre financière en interne chez Mickey qui va attirer l'attention de gros financiers et notamment Saul Sternberg, désireux de faire une grosse OPA de sagouin sur l'entreprise aux grandes oreilles. Et malgré l'échec de cette tentative qui laissera des séquelles à Mickey, le projet aura été maintenu au point mort durant presque 2 ans. Néanmoins, la désignation de Michael Eisner à la tête de Disney va changer les choses. Désireux d'extirper Disney de sa mauvaise passe, ce qui impliquera en outre de faire sortir la tête du lapin du lac de l'oubli, et plus encore lorsque Amblin, fort de sa notoriété après des films vaguement connus comme E.T., Indiana Jones, Rencontre du troisième type ou encore un petit film de requin qui ne fera que traverser les décennies, mettra son pif dans la gamelle. On parle de Tonton Steven, mais aussi de Frank Marshall et une certaine Kathleen Kennedy, à une époque où elle n'était effectivement pas synonyme de malheur pour le monde audiovisuel. Maintenant que le film semble à nouveau remis sur les rails, il est temps de passer aux choses sérieuses, trouver un réalisateur. Et si on propose à Terry Gilliam de s'y coller, offre qu'il déclinera parce qu'il avait aquaponé ce jour-là, Steven, lui, il est buté. Il veut Robert Zemeckis pour réaliser le film. Mais cette fois, on est en 1985 et Disney ne fait plus la fine bouche comme avant le concernant. Et pour cause, Zemeckis a désormais à son actif À la poursuite du diamant vert et un petit blockbuster avec une aura pas piquée des hannetons, Retour vers le futur. Et là, bah oui, ça change tout. Le projet de donner vie au lapin prend donc un cap favorable, si ce n'est qu'après chiffrage, le budget requis fait claquer des glottes en haut lieu. Et oui, puisqu'on parle d'un budget de 50 millions de $. Combien ? Eh oui, c'est énorme pour l'époque. Mais au département animation, et notamment Jeffrey Katzenberg, qui en est le président, on soutient mordicus le projet aux ambitions jamais vues qui surpasseraient de loin celles de Mary Poppins ou encore Peter Elliott le Dragon, car il appelle à de vraies interactions entre l'univers réel et l'univers animé, au-delà du simple décor, protagoniste compris. Mais surtout, après une traversée du désert qui a été l'âge de bronze chez Disney, et notamment en termes d'animation, ce film est une manière de redonner l'élan dont l'entreprise a définitivement besoin pour rebondir. Et après quelques discussions et 2-3 coupes sur l'argent, on parvient à faire baisser drastiquement le budget à 30 millions, ce qui n'empêchera pas d'être le plus gros budget alloué à un film jugé d'animation, même si ce n'est pas totalement le cas, puisque ne l'oublions pas, le film dispose aussi de décors en dur extrêmement coûteux, et que des acteurs, eh bien contrairement à des personnages de dessins animés, ça ne bosse pas à l'œil. Donc forcément, tout ça coûte des sous, mais en tout cas, pour ce qui est de Robert Zemeckis, c'est bon, monsieur est enfin monté dans le train. C'est alors que le projet va commencer à prendre forme, à travers notamment le scénario de Jeffrey Price et Peter S. Seaman, qui sont attachés déjà depuis le départ en 1981. Et c'est là que les changements majeurs au support d'origine vont s'opérer. Car si l'idée d'opter pour des personnages de cartoon plutôt que de BD a germé dès la naissance du projet en 1981, idée jugée plus adaptée pour le format film, il était nécessaire aussi de corriger la copie sur bien d'autres aspects, surtout quand on aspire à livrer un film aux prétentions familiales quand il est question d'un matériau source qui parle de plusieurs meurtres, d'un lapin de bande dessinée initialement voué à faire sourire les ch'tites d'enfants, mais suspecté d'être un tueur lui-même et qui s'avérait finalement en être vraiment un bébé criminel ou encore une actrice pour adultes. C'est dire, on avait même fini par considérer l'idée du juge de mort très tôt en tant que grand méchant, avec pour concept de départ qu'il était aussi le responsable de la mort de la mère de Bambi, idée qui n'aura en fin de compte pas été retenue. Mais au-delà de ça, l'époque ne sera plus du tout la même. Excite donc les années 80 du roman, époque correspondant à celle même d'écriture du dit roman, et bienvenue en 1947. Au cœur d'un Hollywood en pleine effervescence et idéalisé au cinéma quand il est question notamment d'aborder le thème du polar, qui transpirera par tous les pores du film. Mais au-delà de cet aspect à la fois formel et temporel, c'est aussi une lettre d'amour qu'on tente de déclarer à travers cette époque. Une lettre d'amour pour l'animation. Car 1947, ça correspond plus ou moins à cette période charnière du genre, l'âge d'or, comme on dit, du dessin animé sous toutes ses formes. Que ce soit au cinéma ou à la télévision avec les cartoons, l'inspiration ne manque définitivement pas et offre au film l'opportunité de ratisser très large pour en agrémenter son univers.
Toutefois, le projet conservera, malgré le changement d'époque, un aspect fondamental qui sera même davantage boosté, le contexte sociétal, notamment à travers la dénonciation d'un ségrégationnisme avéré, car si cela semblait déjà évident dans les années 80, c'est sans difficulté qu'on peut le transposer également à 1947. Ainsi, les Toons, personnages animés, deviendront la parfaite allégorie de la communauté noire d'antan, vue comme parasitaire et uniquement bonne à l'exploitation de toutes sortes. Les Toons auront donc la vie dure au cœur de ce régime post-Seconde Guerre mondiale, qui entre dans le capitalisme pur et dur, un système concerné uniquement par l'appel des dollars, quitte à devoir faire disparaître toute une population envieuse de divertir et apporter de la joie, les Toons. Exactement comme à l'époque où les gens avaient besoin de réapprendre à vivre, d'autres ambitionnaient surtout de tout bâtir, mais pas par charité. Et c'est la récente tentative d'OPA subie par Disney qui va inspirer à cela. Trouver un méchant avide de pouvoir, prêt à tout détruire pour son propre profit, et notamment lorsque ça implique une brebis galeuse au sein même de la société en danger, comme ce fut le cas de Disney en 1984. Mais évidemment, le message se doit d'être plus subtil, et l'époque des années 40 va amener tout naturellement la solution. Le contexte des bus rouges en cours de rachat par un conglomérat avide afin de mettre en place un autre système de circulation qui fera pleuvoir l'argent sur les méchants puissants. Il s'appelle ça autoroute. Une situation directement inspirée d'une autre qui a réellement existé, celle de la tentative de rachat des bus rouges par General Motors et Firestone pour mieux vendre plein de voitures. L'une des tâches majeures, et pas des moindres, dans le cadre de la réalisation d'un tel film, c'est évidemment la partie animation, dont Robert Zemeckis préférerait ne pas s'occuper. Le problème, c'est que qui dit ampleur conséquente de la tâche, dit de devoir rechercher une pointure en la matière. Le problème, c'est que parmi les noms qu'ils ont en tête, et notamment ceux qui ont déjà expérimenté la chose chez Mickey, la plupart est soit déjà dépassée par la technologie et donc frileuse par l'étendue du travail qui s'annonce avec un budget jugé pas assez élevé, ou autre cas de figure, ces personnes sont trop vieilles. C'est notamment le cas de Milton Erwin Cale, donc l'un des plus gros piliers de l'animation de Disney du moment, qui avait préféré se retirer du métier pour deux raisons. Primo, sa santé n'était pas au beau fixe, et deuxio, il avait déjà exprimé que la qualité de l'animation chez Disney avait décliné depuis la mort de Walt Disney, l'incitant lui-même à prendre la tangente. Donc les fameuses prémices du Dark Age. Et puis un jour, les producteurs vont rencontrer une personne qui va tout changer, Richard Williams. Et pour cause, le bonhomme, après qu'on le lui ait demandé, va livrer un échantillon publicitaire pour Disney mêlant animation et séquences réelles, qui finira par conquérir tout le monde. En même temps, quand tu es le lauréat d'un Oscar pour l'adaptation de A Christmas Carol de Charles Dickens, y a rien d'étonnant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Robert Zemeckis décidera lui aussi en 2009 de réadapter cette histoire, en partie en l'honneur de Richard Williams. Fin de l'anecdote. Le problème, c'est que malgré le fait qu'on lui propose le job de créateur de l'animation du film, en l'état, Richard Williams, il veut pas. C'est moche. Estimant au vu du budget actuel la chose infaisable, mais aussi parce que, lui, il est bien chez lui, à Londres. En gros, le film semble avoir tout. De bons producteurs, un bon réalisateur, un super scénario, des tests d'animation qui font mouche, bref, tout pour faire un bijou qui est sûr de plaire à tout le monde et de cartonner. C'est donc dommage que le budget ne suive pas pour en livrer le meilleur rendu. Surtout quand Spielberg insiste auprès des pompes de Disney, et que bon, c'est Spielberg quoi. Mais surtout que Milton Erwin Cale, qui n'a pas encore passé l'arme à gauche, a fini bluffé par le fameux échantillon de Richard Williams et compte bien le faire savoir à la direction de Mickey, en se portant moralement garant de l'artiste. Et puis Jeffrey Katzenberg aussi, et il croit dur comme fer. Bref, pour la direction de Disney, il n'y a plus de questions à se poser, il faut lâcher les billets et embaucher Richard Williams qui acceptera bien sûr contre quelques petites faveurs et notamment l'aider à financer son film d'animation Le Voleur et le Cordonnier sur lequel il bosse depuis déjà pas mal de temps. Alors pour la petite histoire, même si Disney a validé la chose quelques années plus tard, Richard Williams se sera fait finalement dupé sur son projet personnel. Et s'il décidera de le sortir sous l'égide d'un autre studio qui l'amènera à un bid retentissant, c'est avec encore plus de tristesse que peu de temps après, il verra Aladdin, projet d'animation Disney abordant beaucoup de similitudes, cartonné au box-office. On a donc Robert Zemeckis à la réalisation, Richard Williams à l'animation, le scénario est prêt, tout se goupille bien pour lancer la production à
plein régime et laisser libre cours à la créativité. Manque de peau, dans le domaine du cinéma, le plus gros ennemi de la créativité, c'est l'argent. Et oui, c'est pas pour rien qu'on l'appelle aussi le nerf de la guerre. Et dans le cas de ce film, c'est d'autant plus vrai puisque ça se chamaille entre producteurs. D'un côté Disney, qui se garderait bien la part du lion, mais sans que ce soit son porte-monnaie qui soit le plus impacté, en usant que de ses propres moyens sans la moindre sous-traitance pour davantage réduire les coûts. Et de l'autre, Steven Spielberg via Amblin, qui comprend clairement le potentiel d'un tel film et envisage totalement l'inverse, car selon lui, nécessaire à la bonne tenue d'une telle production. Va alors débuter un jeu de pouvoir afin de définir les répartitions des responsabilités et surtout des bénéfices. Bah oui, c'est toujours la même chose, on fait rien sans rien. Et alors que la direction de Disney traîne toujours plus des savates, c'est Jeffrey Katzenberg, et qui a souvent été au front face à ses supérieurs pour défendre le projet, qui va soutenir Spielberg afin d'aider à la répartition équitable, mais surtout la plus favorable au film. D'autant que Disney sombre déjà dans le Dark Age depuis trop longtemps, synonyme d'une animation en chute en termes de qualité chez la souris aux grandes oreilles, et qu'il est véritablement temps d'en sortir. Et ce film a tout pour en être l'élément déclencheur. L'accord sera finalement signé en désignant Spielberg et Amblin comme majoritaires sur le pouvoir créatif du film et acquéreurs d'un pourcentage sur les bénéfices faits en salle, tandis que Disney conservera les droits sur les produits dérivés. Mais faire un tel film qui veut mettre à l'honneur tout l'univers de l'animation, c'est bien, à condition d'avoir l'idée la plus folle qui soit. Et Spielberg, maintenant qu'il est libre sur le plan créatif, les Zemeckis vont rapidement percuter. Et fort de sa notoriété au sein d'Hollywood, Tonton Steven va toquer à toutes les portes de tous les studios possesseurs de personnages animés pour pouvoir négocier le droit de les exploiter. Et le mec, on va pas se mentir, c'est difficile de lui dire non, surtout si un jour tu veux éventuellement bosser avec lui. On lui loue donc les droits d'exploitation de personnages comme les Looney Tunes de chez Warner, de Tex Avery chez MGM et plein d'autres encore. Évidemment sous certaines conditions d'exploitation particulières stipulées dans le contrat. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Daffy Duck bénéficiera d'autant de temps de présence à l'écran que Donald, alors qu'on est sur une production Disney, ou encore que Bugs Bunny comptera le même nombre de secondes à l'écran que Mickey, et j'en passe. Ainsi, Warner, Paramount, Universal, MGM et j'en passe, tous sont prêts à louer leurs personnages pour cette incroyable opportunité. Néanmoins, si on parvient aussi à intégrer Betty Boop et bien d'autres, certains exploitants refuseront malgré tout. Peut-être un regret avec le temps. C'est ainsi qu'on ne verra pas par exemple Tom et Jerry, Popeye, Tic et Tac, Casper, Félix le Chat et bien d'autres. Mais en tout, il faut savoir que ces caméos, ça représente 140 personnages animés existants. Un symbole que la tâche est tout bonnement incroyable pour le résultat époustouflant qu'on connaît quasiment tous aujourd'hui. Niveau casting, à la prod, on voit défiler beaucoup de noms, même si le nombre de postes à pourvoir reste assez limité. D'abord pour le rôle d'Eddie Valiant. En tête de liste, on pense évidemment à Harrison Ford, déjà convaincant en enquêteur fermé dans Blade Runner, et d'autant qu'il est dispo. Malheureusement, après une trilogie Star Wars qu'il a mis sur le devant de la scène et la tête d'affiche tenue sur 2 opus d'Indiana Jones, solliciter la star commence à coûter cher. Très cher. Trop cher même, surtout pour une production comme Disney qui compte ses sous. Bill Murray sera également envisagé, et très fortement d'ailleurs, mais ce mec, dans le paysage hollywoodien, c'est un extraterrestre. C'est-à-dire que Bill, il fonctionne pas comme tout le monde. Les agents et managers, tout ça, très peu pour lui. Tu veux le contacter, il a une boîte aux lettres. Encore que bon, faut-il savoir où elle se trouve? Et d'ailleurs, d'aucuns diraient que Bill Murray lui-même n'en a pas plus l'idée d'où elle est. Bref, c'est probablement le mec qui a eu le plus de propositions de rôles, tous plus alléchants les uns que les autres à Hollywood, mais dont il n'a jamais eu connaissance quand il le fallait. Et bah pour Roger Rabbit, ça n'a pas manqué, puisque le rôle lui passera sous le nez par impossibilité de le contacter. Bill Murray apprendra notamment l'existence de cette proposition manquée du rôle d'Eddie Valiant trop tard via les questions d'un journaliste. L'acteur exprimera spontanément sa déception par un cri énorme en direct. Et on le comprend. Et si d'autres noms ont rapidement défilé, tels que Robert Redford, Jack Nicholson, Eddie Murphy, Sylvester Stallone et même Chevy Chase, c'est Bob Hoskins qui s'imposera. Il n'est pas trop connu, donc pas trop cher, mais surtout il a le physique idéal du privé bourru et une aptitude sans égale à interpréter le tempérament très dur du personnage.
Quant au juge de mort, pas mal de noms aussi vont circuler sur la fréquence. Dans un premier temps, Tim Curry, qui semble être le premier choix de la prod, mais c'est son audition au casting qui révélera que... non, ce sera pas lui. Et au motif de quoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'il faisait trop peur. Après tout, on reste sur un projet familial, et de ce côté terrifiant, l'acteur le prendra sûrement au pied de la lettre, puisque la majorité de sa carrière se résumera finalement à jouer des méchants, dont lui là. John Cleese aussi se présentera, mais le verdict sera sans appel. Pas moyen d'imaginer que ça fonctionne d'avoir un personnage aussi terrifiant via l'interprétation d'un ancien des Monty Python. Et on a également Christopher Lee, choix le plus envisagé par la prod, et en cela on regrettera presque qu'il ait lui-même refusé tellement il aurait été parfait. Mais non, le rôle finira dans les mains d'un autre Christopher Lloyd, proposé au casteur par Robert Zemeckis lui-même, vu qu'il avait déjà bossé avec, et dont Robert Zemeckis soumettra d'ailleurs une petite suggestion toute bête afin de le rendre encore plus terrifiant, mais qui aura apparemment validé son choix, ne jamais cligner des yeux. Et d'ailleurs, vous pourrez vérifier, si vous envisagez de vous refaire le film, le juge de mort ne cligne pas des paupières d'un iota, ce qui pour moi est juste inconcevable quoi. Mais le casting ne peut évidemment pas se limiter à un casting humain quand l'animation doit interagir avec. Et puis le héros, ça reste Roger. Après tout, même le titre du film porte son nom. Et là, faut pas se louper. Et pour assurer l'adhésion d'un large public, toute l'équipe a une lumineuse idée. Après tout, comme on l'a vu tout à l'heure, on possède les droits d'exploitation de 3 franchises majeures en termes de personnages de dessins animés, donc pourquoi ne pas créer un nouveau personnage qui combine le meilleur des 3? Et là, ça fait mouche. Roger sera finalement flanqué d'un caractère qui allie la sensibilité et la gentillesse des personnages de Disney, l'humour et le ridicule des Looney Tunes de chez Warner, et l'expressivité caricaturale et farfelue des Tex Avery. Roger est donc un personnage complexe évident rien que dans son tempérament, mais il faut que le physique suive tout autant cette démarche. Et sa création formelle respectera cette idée, jusque dans ses vêtements et ses traits physiques. Les gants jaunes et la salopette du Mickey original, le nœud papillon de Porky Pig, un visage qui empruntera beaucoup à Bugs Bunny avec la mèche de Woody Woodpecker, sans oublier les réactions physiques en mode Tex Avery, Roger Rabbit est donc là pour faire honneur à une culture du personnage de dessin animé de manière purement générale. Mais contrairement à la version du roman où le personnage s'exprimait via des bulles de BD, ici il faut une voix au personnage, une voix incontournable. Et c'est finalement Richard Fleischer, acteur issu de l'horreur avec une voix étonnante qui s'y collera. Mais le mec, il veut s'imprégner du personnage pour son travail. Et il a sa méthode bien à lui qui va surprendre tout le monde. En effet, il demandera au costumier de lui confectionner un déguisement de Roger Rabbit qu'il portera pour assurer les doublages. Autant vous dire qu'au premier abord, c'est Bob Hoskins qui s'est inquiété pour la santé mentale du monsieur, mais la méthode a amené à un résultat tellement saisissant que tout le monde a fini par valider. Pour le reste, en dehors de Baby Herman avec un esprit de contradiction qui d'ailleurs a fait hurler certaines franges religieuses, notamment à l'idée d'avoir un bébé qui fume le cigare et entretient une relation avec une femme adulte, l'autre gros challenge c'était évidemment Jessica Rabbit. Femme fatale aux courbes voluptueuses qui ferait tourner la caboche de n'importe quel gonze, même humain, inspiré du petit chaperon rouge de Tex Avery, mais aussi de Lauren Bacall, Rita Hayworth ou encore Veronica Lake, rien n'aurait pu imaginer qu'elle deviendrait précurseur d'une tendance à sexualiser des personnages féminins, comme on le verra pendant 40 ans dans le domaine de l'animation, de la BD ou même des jeux vidéo. Une véritable tendance naîtra de ce personnage, loin de l'original qui s'avérait être finalement une criminelle sans cœur. Mais surtout, Jessica, elle, doit entretenir le dilemme de cette femme supposée inaccessible, mais qui est éperdument amoureuse de celui dont on ne se douterait absolument pas, simplement parce qu'il est drôle. Sérieusement, mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce gars-là? Il me fait rire. Elle en deviendra aussi d'ailleurs le symbole du fameux adage qui a vécu ses plus belles années par la suite, à savoir « Femme qui rit à moitié dans son lit ». Bref, tout est bon, tout est ok, on va enfin pouvoir taffer. Mais c'est d'abord à travers un essai que l'on va tenter de transformer que ça va faire mouche pour
tout le monde. Des essais qui voyaient notamment Joey Pantoliano occuper le rôle d'Eddie Valiant en intégrant tous les paramètres environnementaux, et le résultat sera sans appel, c'est juste fou. Et donc bah oui, en découle que la machine est en marche pour de vrai cette fois. Ainsi, c'est parti pour la réalisation du film qui bat son plein avec une coordination minutieuse, voire millimétrique, entre le tournage réel et la confection de l'animation supervisée par Richard Williams depuis l'Angleterre. Mais surtout, ce qui bluffe tout le monde, c'est le génie de Robert Zemeckis à transcender le mélange image réelle et animation, rien qu'à travers sa vision de mise en scène. En effet, si cette fusion vit le jour bien avant, elle se résumait principalement à du rajout pur et simple d'animation dans des décors très simplistes, le tout face à une caméra statique et des acteurs qui faisaient au mieux pour simuler la présence de personnages animés. Mais Zemeckis, lui, non, il mange pas de ce pain-là. Après tout, on est en 1985, donc on est moderne. Du moins, c'est ce qu'on pense à l'époque. Et il va se poser un véritable challenge avec ce film. Faire en sorte que l'animation ne se résume pas qu'à une simple superposition, elle doit interagir, elle doit vivre et la caméra doit vivre avec ce qu'est le film. Ainsi, Zemeckis, amateur de plans séquences, compte bien bosser là-dessus afin de plonger au cœur de l'action. Et la caméra va fortement y contribuer. Mais surtout, le mec est une pile électrique en termes d'idées. Afin que les acteurs puissent mieux composer face à des personnages qui n'existent pas encore durant les tournages, il va solliciter les équipes sur de la machinerie à tire-larigot et autres subterfuges pour faire illusion, parfois même issus du domaine de la magie. Le tout impliquant un double tournage, un tournage de contexte, avec toute cette machinerie afin de simuler l'animation, et un autre tournage de superposition. Et une fois le tout terminé, ça partait effectivement pour Londres chez Richard Williams afin de concevoir l'animation, ce qui représentait un boulot colossal, puisque, rappelez-vous, on est en 1985 et finalement, bah non, on n'est pas si moderne que ça, hein, puisqu'on est encore sous l'ère de l'animation au défilement de 24 images par seconde. Mais le challenge que s'imposait Robert Zemeckis s'avérera aussi en être un pour d'autres, notamment ILM, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas, qui devra prendre en considération toutes les contraintes pour faire fusionner le réel et l'animé et s'assurer que cette dernière soit impactée par l'environnement réel et vice-versa. Comme le coup de la lampe, qui change spontanément et spatialement l'éclairage sur Roger, le scintillement de la robe de Jessica pendant son show, l'ombre de Roger sur la figure d'Eddie lors du baiser final, l'impact aussi des actes des fouines lors de la scène chez Eddie, et j'en passe. C'est du jamais vu, tout ça pour le résultat qu'on connaît. Donc ça y est, le réel et l'animé coexistent, vraiment. Mais si le film se veut être un éloge à l'univers de l'animation, il n'oublie pas son contexte scénaristique principal, à savoir une enquête policière et plus particulièrement dans les années 40. De ce fait, l'inspiration polar d'époque ne va pas manquer, autant dans le scénario que dans la mise en forme de Robert Zemeckis. Mais pas que, car c'est d'ailleurs dans ce sens que composera Alan Silvestri pour accompagner mélodiquement l'image et le ton du film. En effet, après une recommandation de la part de Robert Zemeckis qui avait déjà bossé avec sur ses deux précédents films, c'est à lui qu'incombera la tâche de livrer une ambiance sonore à la fois blues et jazzy, à grand renfort de piano, de contrebasse ou de cuivre, quitte à adapter le style à des titres bien connus comme par exemple la musique de Fantasia. Et ça marche du tonnerre. Mais c'est évidemment Robert Zemeckis qui s'en donne le plus à cœur joie, et notamment à travers des références multiples, entre autres à Roman Polanski, et notamment à son Chinatown, ou encore à Alfred Hitchcock. Et plus encore, le film ne renie pas l'origine même de Roger Rabbit. Rappelez-vous, c'est un personnage issu du comic strip, et le film s'en amusera, notamment à faire également honneur au genre via les références à Dick Tracy. Eddie Valiant, je vous arrête. Puisque oui, Dick Tracy, à la base, c'est aussi un personnage issu du comic strip. Mais ça, on aura bien l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Les clins d'œil ne s'arrêteront cependant pas là, avec celui du magicien d'Oz, ou encore la séquence du lapin invisible. Bah dis bonjour, Harvey. Qui fait référence à Harvey, film de 1950 dans lequel un homme a pour ami un lapin géant imaginaire, film qui d'ailleurs servira aussi d'inspiration plusieurs années plus tard à un certain Donnie Darko.
Et c'est sans compter les allusions parsemées ça et là dans tous les plans, hein, jusqu'à la fameuse scène du on rase gratis. Certes, une mauvaise traduction de l'expression shaven haircut to bites, qui fait écho entre autres à des dessins animés de Tex Avery, mais également scène plus adaptée en version originale à l'accompagnement rythmique du bâton du juge qui correspondait à ça. Tac, tagadada. Soin, soin. En somme, ce film est probablement l'un des plus gros combinés d'easter eggs de l'histoire du cinéma jamais vu à l'époque, mais avec la forme et le fond en plus. Rien n'est donc fait au hasard, jusque dans la conception de la fameuse trempette, substance censée être la seule à pouvoir tuer un toon, qui a été concoctée notamment à partir de dissolvants utilisés dans le domaine de la peinture. Donc voilà, comme j'ai dit, rien n'a été fait au hasard. Néanmoins, avoir autant d'inspiration et d'emprunt pour en nourrir la richesse de ton film, c'est aussi t'exposer à des risques d'invraisemblance. Non pas que le film n'est pas cohérent dans son histoire, on ne notera pas ici non plus le nombre incalculable de faux raccords du film, mais plutôt que, pour rendre son hommage à l'animation, il doit faire appel à des anachronismes en pagaille. Car après tout, dans le film, on est en 1947. Et si parfois ça facilitera la tâche au studio, quand par exemple il sera imposé d'utiliser la toute première version de tel ou tel personnage qui aurait été créé avant 1947, ce n'est pas le cas de tous. De l'usage des pingouins de Mary Poppins créé en 1960, une chanson de Frank Sinatra qui en 1947 n'a même pas encore été écrite, And although I know it's strictly taboo, une pieuvre barman qui n'existera qu'en 1949, ou encore la séquence dans le cinéma avec en toile de fond un dessin animé de Dingo qui ne verra le jour que 2 ans plus tard, les bourdes référentielles ne manquent pas. Et c'est sans parler, par exemple, des allusions de Benny le Taxi qui insinue que les Dodgers sont nuls alors qu'ils étaient champions en 1947. Que pensez-vous des Brooklyn Dodgers? Nuls ces joueurs de baseball. Et d'ailleurs, quand on évoquait la référence de Harvey le lapin imaginaire, pareil, le film est sorti en 1950. Mais encore faut-il être très regardant, surtout quand on est face à un film familial. Mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même dommage d'avoir pris volontairement par-dessus la jambe ces quelques détails quand on a conçu tout le reste du film avec vraiment le soin d'un chirurgien. D'ailleurs, en parlant de référence, le film Roger Rabbit lui-même sera utilisé comme référentiel, notamment par Robert Zemeckis lui-même, dans un autre de ses films plus tard, lorsqu'il réutilisera le même tunnel menant à toute ville pour l'inclure dans Retour vers le futur 2. Et au final, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que Disney a su rencontrer le succès qu'il espérait ? Eh bien, si les premières projections presse n'ont pas été très concluantes, jugées trop dures d'ailleurs dans leur appréciation, ce qui est d'ailleurs assez ironique quand on sait qu'aujourd'hui n'importe quelle production Disney est évaluée à hauteur de 85% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, même les pires, la promo n'a pas été faite au hasard. Eh oui, Spielberg veille au grain et refuse effectivement qu'elle soit négligée quand le film fait la fierté de tous et a surtout coûté très cher, beaucoup plus même que ce que Disney avait fixé, puisqu'il avait atteint la coquette somme de 70 millions de dollars, donc bien loin du budget de départ sur lequel Disney tiquait pourtant. Mais que voulez-vous ? Quand on a fini par croire en le projet avec tous les gens qui bossent dessus, c'est difficile de dire non, surtout quand, en plus, c'est voué à te faire sortir la tête de l'eau. Donc oui, Spielberg guette ça de très près, et d'autant plus que les bénéfices sur les recettes en salle, eh ben oui, elles sont pour lui, hein. Donc bon, et c'est alors que la machine promotionnelle va être lancée. Roger Rabbit sera absolument partout, dans les fast-foods, sur les consoles de jeux, dans les rayons de jouets de magasins, des shows thématiques lors d'émissions en prime time, de quoi faire monter la sauce. Et là, banco, le film remplit les salles, récoltant notamment 330 millions de dollars à travers le monde, un box-office colossal pour l'époque, surtout au prix de la place de ciné d'antan, mais un succès qui va de pair avec l'appréciation générale du public, amenant par la suite le film à des ventes colossales de supports sous toutes les formes, et plus encore au format laserdisc, arrivé très vite en rupture de stock en raison des innombrables intégrations subliminales, voire à caractère cochon et hyper border, qui rendaient ce format encore plus culte. Entre Jessica Rabbit révélant visuellement qu'elle n'a pas de sous-vêtements, les meurtres en ombre chinoise dans le train de Toonville,
Baby Herman qui fait un doigt d'honneur, et j'en passe, une controverse qui a fait exploser les ventes, mais que Disney a rapidement stoppé. Toutefois, si quelqu'un en a un qui traîne ou qui en a un en double qui prend la poussière, sachez que ce sera avec beaucoup de plaisir que j'accepterai de vous en débarrasser. Bref, après ce carton général qui érigera le film au rang de grand classique et 3 Oscars pour le meilleur montage son et meilleurs effets spéciaux, et un Oscar d'honneur pour Richard Williams, le film aura notamment permis à Disney de relever la tête et ouvrir la voie à une nouvelle ère d'animation qui a fait la fierté du studio, la fameuse Renaissance. Voilà, j'espère que cette petite séance vous aura plu et permis de vous apprendre quelques petites choses sur ce film, et j'espère que cette nouvelle rubrique vous ravit. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.